dernière conférence de cette réunion, nous avons la chance d'accueillir Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue et essayiste. Vous avez obtenu en 1987 le premier prix au concours national de la résistance et de la déportation. Vous êtes diplômé de Sciences Po Grenoble et vous avez obtenu un doctorat en géopolitique avec votre thèse intitulée Géopolitique de Jérusalem, représentation, stratégie et perspective autour d'une cité sanctifiée, publiée avec l'aide de celui que vous considérez comme votre maître en géopolitique, Yves Lacoste. Vous êtes directeur de séminaire à l'Institut français de géopolitique. Vous êtes également professeur à la Paris School of Business. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, notamment de la question du conflit israélo-palestinien. Vous êtes engagé contre l'antisémitisme et le négationnisme. Vous avez reçu en 2009 l'Ordre national du mérite et vous êtes depuis 2016 au bureau exécutif de la LICRA. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages portant sur les relations internationales et les questions stratégiques. Parmi lesquels on peut nommer votre dernier ouvrage, Mon dictionnaire géopolitique, publié l'année dernière aux éditions PUF, et votre ouvrage référence, Atlas géopolitique de Jérusalem, publié initialement en 2008 et réédité l'année dernière. Merci ma grande. Presque tout est vrai. Alors, l'Atlas géopolitique, c'est celui d'Israël et pas seulement de Jérusalem. En revanche, tu as raison. Ma thèse de doctorat portait, sous l'égide d'Yves Lacoste, sur Jérusalem, et le titre était parfait. Quant à ma bien misérable géopolitique du printemps arabe, elle a obtenu le Grand Prix de la Société de géographie. Je ne connaissais pas cette société auparavant, donc je n'ai aucune accointance là-bas. C'est la raison pour laquelle je me permets de le dire. Et comme le remarquable Hugo Billard m'a donné un quart d'heure, j'en prendrai 8 ou 9. Alors, des quarts d'heure, sous son air scrupuleux. Et il sait très bien que ce n'est pas exact. Et que je respecterai scrupuleusement ce qu'il m'a donné pour le coup, c'est-à-dire un seul quart d'heure sur une thématique dont je vous remercie de ne pas l'avoir choisi spécifiquement sur le Proche-Orient, car parfois le Proche-Orient, non, souvent le Proche-Orient, j'en ai un peu assez, et non, beaucoup assez, et toujours les mêmes problématiques en réalité, on tourne toujours autour des mêmes thématiques. Je vais vous dire, Braudel, c'est les temps longs. Eh bien, sur les temps longs ou semi-longs, au Proche-Orient, il ne se passe pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en temps journalistique, tous les jours, allez, je vais même vous dire chaque heure, j'exagère à peine, si vous suivez le fil Twitter, vous vous dites, mais c'est pas vrai, il se passe tellement de choses au Proche-Orient, c'est le bouleversement. Sur 50 ans, il se passe pratiquement rien. C'est-à-dire que les fondamentaux demeurent les mêmes, notamment instrumentalisation du religieux au profit du politique, notamment questions frontalières, lourdes, dures, héritées notamment des traités d'après la Première Guerre mondiale, pardon, et puis ben, oui, un clanisme et un tribalisme qui sont revenus en force contre la nation. Mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la France, notre pays, et de sa puissance. Alors, puisqu'il ne me reste déjà plus que 13 minutes, eh bien, on va faire très didactique. D'abord, ce sujet impose d'évoquer la puissance. On ne va pas, comme je le fais régulièrement, travailler pendant 12 heures sur la puissance, ça va être compliqué en 13 minutes, donc on va aller à l'essentiel. La puissance, c'est faire. C'est faire faire. C'est empêcher de faire. Et c'est refuser de faire. Voilà. Le reste, c'est de la littérature. Parfois de l'excellente littérature. Pas toujours, mais parfois de l'excellente littérature. Ça, c'est la puissance. Si vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez, autrement dit, si vous avez les moyens d'une part, et l'absence d'entraves lourdes d'autre part pour faire, bâtir des coalitions, pour intervenir militairement, pour rédiger des résolutions au Conseil de sécurité dont vous avez bonne chance de penser qu'elles vont être suivies. Vous faites. Faire, avoir des alliés. Faire sur le terrain. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne voulez pas tout faire vous-même, vous créez des coalitions où vous, je ne vais pas employer un terme négatif, vous demandez obligeamment, parfois moins obligeamment, à des alliés de faire le boulot sur le terrain que vous ne voulez pas faire. Bien. Faire. Empêcher de faire.
Hein, refuser que des coalitions se créent, refuser que des États envahissent d'autres États, etc. Et puis, refuser. Moi j'y vais pas. Dans cette coalition, en 2003, en Irak, j'y vais pas. J'y vais pas. Je suis désolé, je n'y vais pas. Et tu ne peux pas m'y contraindre. Par conséquent, c'est une forme de puissance. Ça, c'est la première chose. Alors, pour ce qui concerne la France, grande puissance pauvre, par rapport aux États-Unis, grande puissance riche, mais la seule grande puissance riche dans le monde, ce sont les États-Unis. Alors, pour le coup, les États-Unis peuvent à peu près tout, sans garantie de résultat, on l'a vu ces dernières années. Mais enfin, ils peuvent à peu près tout faire, empêcher de faire et refuser de faire. Après, derrière, vous avez 3, peut-être 4 grandes puissances pauvres. C'est-à-dire que la Russie, la France, le Royaume-Uni, disposent d'un certain nombre de moyens, mais dans des quantités et parfois en qualité moindre, surtout dans des quantités moindres, disposent de bases, d'alliances moindres également. On a bien vu qu'au Sahel, la France est une vraie grande puissance, mais le Sahel, ça ne fait pas le monde entier. Au Proche-Orient, nous avons une forme de puissance aussi, il faut le dire, en Syrie, en Irak, elle se déploie. D'ailleurs, cette puissance, enfin, elle est bien évidemment moins importante que l'américaine et en l'occurrence que la russe en Syrie. En tout cas, nous pouvons faire des choses. Nous sommes authentiquement une puissance. Et ceux qui le nient se trompent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que les représentations chères à mon maître Yves Lacoste, c'est-à-dire, c'est en 2 mots, c'est en 3 mots, ces perceptions identitaires, collectives et sur des temps longs, on retrouve Fernand Braudel, aillent dans le sens d'une volonté. Je veux dire par là que, y a-t-il aujourd'hui en France une majorité, en tout cas une part importante, oui, une majorité de citoyens, pour soutenir des gouvernements se proposant d'intervenir diplomatiquement, voire militairement, hors de nos frontières. Je pense que jusqu'à présent, c'est le cas. C'est manifestement le cas. Là, toute une série de critères. C'est ce que disait Roverdi, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, il n'y a pas de volonté de puissance, il y a des preuves de volonté de puissance. Donc, alors ça se retrouve sur les forums, à travers des tribunes, chaque année dans l'engouement d'une partie de la population pour le défilé du 14 juillet, ça se retrouve sur plein de choses. Sur le nombre, sur la quantité d'ouvrages liés à la défense ou à l'histoire militaire de la France, achetés régulièrement en librairie. C'est important, c'est un des critères. Bien. La manière dont on nous enseigne l'histoire militaire de la France dans les écoles, enfin dans les lycées, à partir des petites classes, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France se pense encore comme une puissance, et non seulement comme une vraie puissance, mais comme une puissance devant, ayant la volonté, je ne dirais pas la mission, ça c'est typiquement américain comme mot, enfin, on est assez hypocrite, hein, pas la mission, oui, enfin on est allé au Mali pensant que c'était le bien quand même. On ne le dit pas comme ça, mais on va au Mali pourquoi ? Pour faire quelque chose de positif. Alors appelez ça comme vous voulez, hein. Vous pouvez changer de terme et vous pouvez éviter d'utiliser les postures parfois très évangéliques des États-Unis. Oui, enfin d'accord, à la fin des fins, on y va parce qu'on pense que c'est bon. Donc, parenthèse fermée. Donc, on est là sur une volonté, je crois, encore assez populaire, et en tout cas la volonté du régime républicain et des gouvernements en place ces dernières années, ça c'est sûr, d'intervenir. Et d'intervenir, le cas échéant, de manière forte. Rarement seul avec nos alliés, mais en tout cas d'intervenir. Eh bien ça, c'est une représentation. Le jour où la France ne se représentera plus comme une puissance devant ou pouvant légitimement intervenir ici ou là sur la base d'arguments historiques, géographiques, que sais-je encore, eh bien nous ne le ferons plus. Nous ne le ferons plus. Il y a beaucoup d'anciennes puissances dans le monde qui n'interviennent plus, en tout cas plus jamais seules, ça c'est sûr, et qui militairement ont décidé de ne plus intervenir. Alors le cas le plus fameux, le plus évident, c'est évidemment l'Allemagne. Bon, alors elle intervient, mais de manière très et extraordinairement, d'abord scrupuleuse, extérieure, en général de façon non militaire, à quelques exceptions près, etc. Bon. Mais il y aurait d'autres États, les Pays-Bas par exemple, qui furent une très grande puissance au XVIIe, etc. Bon, ou la Suède. 2 conditions. Les moyens, donc faire, empêcher de faire, refuser de faire. Et ensuite, la volonté. La volonté, les moyens et la volonté. La conjugaison des deux, c'est ce qui va nous permettre de répondre à notre question. Et pour tenter d'y apporter donc une réponse, 3e et dernier point, très rapidement, je suis de ceux qui pensent que ces dernières années, et peut-être même ces derniers mois, pour préciser ma pensée, je ne fais pas de politique intérieure, enfin, ça n'aurait aucun sens, pas de politique politicienne. Je pense que
ces dernières années et ces derniers mois peut-être en particulier, il y a au moins en tout cas dans une région très importante qu'on appelait le Moyen-Orient, mais qui en réalité aujourd'hui correspond à cet arc de crise extraordinairement étendu qui va finalement de l'Atlantique, de la Mauritanie pratiquement, donc de l'ouest du Sahel, jusqu'aux confins du Xinjiang. Chinois, jusqu'au Ouïghour, enfin, en tout cas jusqu'au Pakistan et l'Afghanistan. C'est-à-dire un arc de crise dont une caractéristique principale des conflits qui s'y jouent est liée à l'islamisme radical et au djihadisme. Bon. Donc ce n'est pas la seule caractéristique, mais c'en est une importante. Alors ça passe par le Nigeria, puis on remonte pratiquement toute l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, je ne vais pas vous la faire, vous l'avez par cœur en tête, cette carte. Eh bien, la France, ces dernières années, ces derniers mois, peut-être plus fortement encore, a manifestement la volonté et met tout aussi visiblement les moyens pour apparaître toujours, peut-être même plus que jamais, comme une puissance avec laquelle il faut compter. On l'a vu, je ne vais pas vous énumérer les éléments qui me font parler comme cela, mais depuis l'intervention très forte, donc sous la présidence de François Hollande au Mali, jusqu'à la libération du Premier ministre libanais de son, comment dirais-je, sans les vexer, de son palais doré saoudien, en passant par l'augmentation prévue du budget de la défense, de la volonté de discuter avec les Américains de manière peut-être plus forte, enfin, d'accepter finalement quelque part le rapport de force que le nouveau président américain pose assez souvent et parfois de manière un petit peu brutale. Et par d'autres interventions publiques, je pense que la France a la volonté et les moyens. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas, il faut comparer ce qui est comparable. Celui qui souhaiterait dépasser les États-Unis en puissance approche à courte ou moyenne échéance fantasmerait totalement. Ce n'est pas possible, et d'ailleurs ce n'est pas la vocation, je crois, de la France. Personne ne fantasme cela. Mais renoncer à toute influence plus ou moins déterminante sous prétexte qu'on n'est pas et qu'on ne sera pas, on ne sera plus la première puissance mondiale si tant est qu'on ne l'ait jamais été. Je pense que c'est un tort. Il faut jouer son rôle, il faut maintenir son rang pour une raison très simple. C'est que la géopolitique, comme la nature, a horreur du vide. Autrement dit, vous baissez en influence, c'est-à-dire vous renoncez à exercer une forme de pouvoir, à exprimer une forme de puissance. Là. Si vous y renoncez, d'autres viendront. C'est une certitude. Et on le voit bien d'ailleurs sur le continent africain, et je ne m'étends pas là-dessus. Par conséquent, la France, qui me semble-t-il, a des choses à dire, défend des valeurs qui pour l'essentiel me conviennent, à peu près, voire tout à fait, surtout au regard d'autres puissances, eh bien, elle a son mot à dire. Vous ne dites pas de mots forts si vous ne disposez pas de quoi établir un rapport de force. Je n'ai pas dit de quoi faire la guerre, j'ai dit de quoi convaincre le partenaire et l'allié ou l'adversaire que décidément vous pouvez, le cas échéant, vous défendre et défendre vos intérêts bien entendu, mais aussi défendre des valeurs, défendre des alliés, défendre vos idées. C'est comme ça que je conçois la géopolitique. Et pour conclure, je vous dirais que la France, finalement, depuis au moins... Alors je vous fais grâce du Capet, on n'a pas le temps, mais enfin depuis au moins, et des mérovingiens, mais depuis au moins l'ère Richelieu n'a jamais cessé de se représenter comme une puissance. Je vous remercie. Pour le coup, une petite question est possible. Comment s'applique la capacité d'action militaire française dans le cadre de la mission au Sahel, s'il vous plaît? Alors, c'est une très bonne question, elle est pointue, elle est technique. D'abord, on a envoyé des soldats aguerris. La 13e demi-brigade, notamment de la Légion étrangère, se trouve là-bas. Des combattants. C'est des vrais combattants. Combattants qui souhaitent combattre. Nous avons plusieurs milliers d'hommes au Mali. Et l'intervention qui a été décidée par l'ancien président de la République, qui en vertu de la Constitution de 58, vous le savez, est également le chef des armées, François Hollande, a été décisive. Car si Bamako était conquise, c'était une question d'heure, même pas de jour, si Bamako, la capitale du Mali, était conquise par cette troupe de djihadistes, alors c'était la première fois qu'une capitale d'un État musulman était conquis par un groupe djihadiste, si on accepte les talibans. C'est un autre cas de figure un peu différent. À Kaboul, en 96, c'est un petit peu différent. Là, c'était extraordinairement problématique. D'abord, pour un certain nombre de nos alliés dans la région, dont n'était pas le Mali. Le Mali n'était pas allié de la France, mais le Mali a souverainement demandé
l'aide de la France, mais par capillarité ou par porosité, nous sommes là parmi le top 10 des États les plus pauvres du monde, les frontières sont extrêmement poreuses, les régimes sont faibles, eh bien d'autres États risquaient de chuter. J'ajoute qu'en France, plusieurs centaines de milliers de ressortissants des pays du Sahel vivent ici, soit devenus français, soit pas encore français, et que, bien évidemment, l'influence des djihadistes à Bamako pouvait s'avérer catastrophique. Donc nous avons des hélicoptères de combat, nous avons des chasseurs bombardiers, et nous avons un matériel tout à fait conséquent déployé sur place. Et ce qu'a décidé Emmanuel Macron, c'est de créer, dans le cadre du G5 Sahel, c'est-à-dire des 5 pays du Sahel, hein, donc du Tchad à la Mauritanie, de créer une troupe militaire liée, très étroitement liée à la France, équipée et entraînée par la France, qui devrait assurer ou co-assurer elle-même la sécurité de ces États. Pour l'instant, force est de constater que ça fonctionne globalement, puisque aucun régime politique n'a chuté sous le coup des djihadistes qui pourtant, vous le savez, tous les jours tentent de s'emparer de ces régions et de ces pays. Merci beaucoup, 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 Frédéric Ancel.